Le meilleur moyen, tu vois, quand même, pour raconter des histoires et pour avoir du contenu, c'est aller voir les gens, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est se perdre, ne pas avoir peur du risque. Salut tout le monde, bienvenue dans ce 9e épisode de Procréativité featuring Julien Fabreau, photographe et vidéaste qui crée principalement du contenu sur YouTube et Instagram. Aujourd'hui, il nous explique entre autres comment il est passé de la rédaction d'un blog à la création de sa chaîne YouTube, comment il fait pour se former en autodidacte, et on parle également de sujets plus personnels, par exemple comment il a vaincu sa timidité pour se lancer sur YouTube et réaliser pas moins de 3 vidéos par semaine. Quand t'es filmmaker, créateur ou maker, entrepreneur, tu dois toujours avoir un certain pic de créativité. Comme vous l'entendez, j'ai décidé de mettre quelques extraits en introduction. Je suis loin d'être le premier à le faire, mais je trouve que ça dynamise bien l'intro. Si vous voulez écouter d'autres extraits, pensez à suivre le podcast sur Instagram. C'est facile, vous cherchez Procréativité et vous aurez des extraits, des backstage, des teasers, etc. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Et si l'épisode vous plaît, pensez à laisser un like et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se vous voit, hein, c'est ça? Exactement, on se vous voit, donc Monsieur Julien Fabreau. Salut Julien, bienvenue sur le podcast, ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui en tout cas. Salut Adrien, écoute, un grand merci. Et il me semble que je t'ai écouté 3-4 fois déjà. Il me semble que tu as interviewé, échangé avec pas mal de copains, donc voilà, c'est un honneur que d'être avec toi aujourd'hui en plein confinement, on va dire, j'ai le temps. Ouais, dans le domaine de la vidéo, j'ai déjà interviewé, donc en premier JC Pierry, ensuite on a eu Olivier Schmitt, Stéphane Couchou, et là, juste hier, j'ai enregistré avec Charles Chillet, avec qui tu as fait pas mal de voyages. Yes. Ça, normalement, tu l'as pas encore écouté, vu qu'il devrait sortir dans 2-3 jours. Ok. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui te connaîtraient pas? Yes, carrément. Alors, moi, c'est Julien Fabreau, j'ai 28 ans, je suis un photographe et vidéaste lyonnais. On va dire que mes zones d'intervention, c'est principalement YouTube, Instagram sur la partie influence. Et je bosse avec pas mal de marques sur des missions photos et vidéos. Donc, un petit peu de marque blanche, mais on va dire que 80% de mon taf, c'est quand même de l'influence aujourd'hui, quoi. Ok. Alors, je vais pas revenir en détail sur ton parcours parce que tu as déjà fait des podcasts à ce sujet-là. Donc, si je dois en citer quelques-uns, tu as fait des podcasts sur Dans la poche, Peps. Je vais juste reprendre à un moment. Dans tes études, tu as commencé à faire des projets perso et tu as créé ton premier site internet sur le domaine de la tech qui s'appelle Piwi. Ouais. De Piwi, tu as transitionné vers la vidéo et je voulais savoir comment s'est fait cette transition-là. Comment est-ce que tu as enchaîné sur la vidéo et voilà, comment ça s'est passé à ce moment-là? Alors, c'est un long chemin. Un long chemin semé d'embûches. En fait, ce qui est marrant, tu vois, c'est que j'ai réussi à trouver un métier passion. Le premier métier, ça a été le métier de blogueur. Et en fait, ça n'a pas été prémédité, tu vois. Je me suis jamais levé un matin en me disant, tiens, je vais être blogueur aujourd'hui. En fait, j'ai fait des études en commerce, un BTS. Je pensais faire carrière là-dedans. Finalement, j'ai fait une première expérience qui m'a confirmé certaines choses et qui m'a repoussé sur d'autres choses, tu vois. Notamment le fait de s'astreindre à passer toute sa journée au téléphone, se prendre des portes dans la tête, etc. C'est assez décourageant. Un mal pour un bien, tu vois, c'est que c'était un start-up. Donc, j'ai pu faire pas mal de communication finalement. J'ai découvert les réseaux sociaux à l'époque. Donc, en 2000, c'était quoi? C'était en 2012. Non, 2011-2012. Donc Instagram n'était pas encore sorti? Voilà, il n'y avait pas Instagram, j'avais pas Facebook, j'avais pas Twitter, j'avais rien. J'avais aucune présence, j'avais juste MSN. Ok. Tu connais, tu te souviens? C'est à ce point-là. Et voilà. Et finalement, je me suis auto-formé, tu vois, sur Photoshop pour commencer à diffuser, on va dire, des petits montages sur Facebook, etc., etc. Et finalement, je me suis dit, tiens, on va reprendre les études en com pour voir un petit peu si ça me plaît et pourquoi pas en faire mon métier. Et finalement, tu vois, c'est lors de cette année en com où j'ai découvert la magie des réseaux sociaux, notamment Twitter. En un an, tu vois, je suis passé de 0 à 1500 abonnés. À l'époque, c'était un truc de ouf. J'étais content parce que ça me permettait de faire des rencontres, d'échanger. Tu vois, je prenais le lead aussi. Donc, j'allais voir plein de directeurs com, de community managers parce que à l'époque, on va dire que c'était assez petit, tu vois. Il y avait pas beaucoup de monde qui était sur Twitter. Donc, entre guillemets, j'étais en retard, mais j'arrivais pas non plus, tu vois,
Enfin, j'étais pas le dernier à être arrivé sur Twitter, donc c'était une bonne chose. Et finalement, je me suis fait pas mal de contacts, de relations, et j'ai découvert le monde fascinant de la blogosphère. Donc, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui passaient leur temps à écrire des articles, qui étaient contactés par les marques pour voyager et pour recevoir des cadeaux, des cartons. Et moi, je me suis dit, tu sais, j'étais encore étudiant, j'avais 20 ou 21 ans, et je me suis dit, putain, ça pourrait être tellement chambé de recevoir des cadeaux, des cartons, tu vois, de la part de marques. Et je me suis dit, allez, hop, on va essayer de lancer un blog, de prendre la parole. Et finalement, lors de cette 3e année, donc au cours de cette licence, j'ai lancé un site tout bidon. Donc, c'était avant Piwi qui s'appelait creativeads.wordpress.com. Tu vois, c'est le truc complètement gratuit. Et finalement, tu vois, j'ai écrit en un an, je sais pas, j'ai écrit peut-être 1 ou 2 articles par semaine. Et au final, j'ai fait 15 000 visiteurs en un an. Et là, je commençais à avoir des marques qui me contactaient en mode tiens, est-ce qu'on peut avoir votre adresse pour vous envoyer des trucs, etc. Ça m'a plu. Donc j'ai eu ma licence et en début de 4e année, finalement, je me suis dit tiens, bah ça me plaît, j'ai envie d'aller plus loin. Creative Ads, tu vois, j'étais cantonné qu'à parler de pub et je me suis dit j'aimerais parler d'autres choses, donc du market, de la pub, de la créativité, de la tech, etc. Et j'ai trouvé un nom qui signifiait à la fois rien du tout et pour moi qui signifiait, tu vois, déjà quelque chose. Puis oui, en fait, c'est le nom d'un chariot utilisé dans le cinéma. Ok, je savais même pas. Déjà à l'époque, tu vois, mes centres d'intérêt, c'était quand même le cinéma, la vidéo, etc. Voilà, ça tournait un petit peu autour de l'image. Et finalement, j'ai fait ce que j'ai fait en un site, tu vois. Donc, moi, j'ai fait 15 000 visiteurs. Et en fait, en un an et demi, j'ai atteint le million de visiteurs mensuels. Donc, ça a très vite attiré beaucoup de marques. Mon objectif de recevoir des cartons et de partir en voyage gratos, bah, ça s'est fait dès les premiers mois, tu vois. Finalement, le succès de Piwi, on va dire que le site a duré 4 ans. Mm-hmm. Au bout de 3 ans, ça commençait déjà à s'essouffler parce que, en fait, il y a eu une mutation au niveau des algorithmes des réseaux sociaux, notamment Facebook. C'était un site qui était ultra viral. C'est-à-dire que quand je partageais un article, tu vois, il y avait beaucoup de visiteurs qui rejoignaient le site par cet intermédiaire. Et du jour au lendemain, en fait, Facebook a dit on remplace les liens et les publications des médias par des publications vidéo. Et aujourd'hui, la vidéo même, tu vois, elle est remplacée par des publications plus authentiques, comme ils appellent, donc plus sur l'humain, donc les posts de tes potes, les posts de groupe, etc. Et moi, c'est ce qui m'a cassé un peu mon business, tu vois. Donc, ça, c'était en 2000. J'ai créé quand ma chaîne? En 2016. En 2016, en juillet, il fallait que je me renouvelle. Et là, donc, j'ai un pote, Vincent Bouvier, qui est à la tête aujourd'hui de Presse Citron. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, je vois. C'est un gros média sur la tech. Bah, d'ailleurs, Vincent, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Et du coup, lui, c'est quelqu'un qui regardait beaucoup, tu vois, les vidéos US avec MKBHD, Kazenistat, etc., etc. Et il m'a dit, il faut que tu regardes ce que fait Casey, donc Kazé, on va dire en français. Il m'a dit, ce mec, c'est un truc de ouf. Il passe sa vie à voyager, il raconte des histoires. Il est foufou et tu me fais vraiment penser à lui. Donc, il faut vraiment que tu fasses ça parce qu'à l'époque, tu vois, je partais tout le temps en voyage, genre 2 fois par semaine pour des OP avec des marques, etc. T'avais déjà la matière pour faire tes vidéos, quoi. Ouais, j'avais grave de la matière. Mais finalement, tu vois, j'étais jeune. J'étais à un moment de ma vie où, entre guillemets, j'étais pas... comment dire j'avais un petit complexe personnel, tu vois. Je n'osais pas me faire prendre en photo. Je n'osais pas passer en vidéo, etc. Et finalement, j'ai mis quelques mois avant de tester une première fois, tu sais, tout seul avec mon téléphone, de vlogger dans la rue. Et finalement, bah, j'ai passé le pas. Et là, je me suis dit, il y a 2 options. Donc, en gros, c'était pour un voyage à Londres avec Mini. C'était le lancement de la présentation européenne de la Mini électrique, tu vois, de la première. C'est ta toute première vidéo YouTube, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Que t'as vu, apparemment. Que j'ai vu. Putain. Bon, on n'allait pas voir ça, tu vois. Et du coup, tu vois, genre, je me suis dit, il y a 2 options. Cette vidéo, donc, je l'avais fait pour moi. Je me suis dit, je vais la mettre sur Facebook. Si ça fonctionne, j'ai le droit de recommencer. Donc, si mes potes me disent que c'est cool, je recommence. Et la deuxième option, c'était que bah, si j'avais des mauvais retours ou même un seul mauvais retour, tu vois,
j'arrête tout et plus jamais de vidéos. Et finalement, j'ai partagé sur Facebook, ça a fait genre 200 ou 300 vues, tu vois. Et tout le monde m'a dit, mais c'est charmé, c'est trop cool, faut que tu continues, etc. Alors que le format, tu vois, quand je le regarde aujourd'hui, c'est complètement pété. Et finalement, on va dire que c'est mes potes qui m'ont donné envie de continuer, qui t'ont poussé là-dedans. Qui m'ont rassuré. Ouais. Et les 3 vidéos qui ont suivi, tu vois, c'était pareil, j'avais une OP en Roumanie avec Seat pour tester la nouvelle Seat Leon Cupra. Donc une caisse à 300 chevaux sur les routes en Roumanie. Et pareil, j'ai fait donc les 3 épisodes suivants. Et en fait, ça a pris comme ça, tu vois. Il y a eu de plus en plus de personnes qui sont venues me suivre, etc., etc. Et tu vois, je me suis longtemps inspiré de ce que faisait Casey aux US. Et finalement, pendant 1 an, allez, peut-être un peu moins d'1 an, je me suis vraiment inspiré de ça. Et j'étais un petit peu assimilé au Casey français. Et même souvent, on me disait, mec, tu copies un peu trop, etc. Et tu vois, trouver son style sur YouTube, ça prend énormément de temps. C'est comme trouver son style en tant que vidéaste, en tant que photographe, ça prend grave du temps. Et aujourd'hui, tu vois, je m'en cache pas, ma principale source d'inspiration, c'était Casey. Ensuite, ça a été John Olson. Ensuite, d'autres, tu vois. Ensuite, on va dire que j'ai commencé à voler par mes propres ailes. Mais sans Casey, ouais, je pense que ça aurait été dur, tu vois, de trouver mon format parce que j'aurais pas réussi à me projeter. Grâce à Vincent qui m'a dit mec, il faut que tu fasses comme ça. Et pour terminer la petite histoire, qu'est-ce qui a fait je pense que je prends les rênes, tu vas sûrement me poser cette question. Qu'est-ce qui a fait que, entre guillemets, je suis passé de vidéos qui faisaient genre 50 vues à, entre guillemets, youtubeur limite à plein temps. Finalement, tu vois, cette transition entre donc la mort de Pee-wee et le début des vidéos, en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle, mais de manière assez couillue. C'est-à-dire que Pee-wee, c'était quand même mon taf. C'est ça qui me faisait vivre. Donc à l'époque, tu vois, donc j'étais auto-entrepreneur et on va dire que je faisais aller 25-30K de chiffre d'affaires annuel. Et l'année de la mort de Pee-wee, entre guillemets, ça me rapportait quand même de l'argent, tu vois, parce que je faisais des contrats, je continuais à écrire des articles sponsorisés, j'avais la pub qui tournait encore sur le site, etc. Et finalement, j'ai passé tout mon temps, je pense que c'était 80% de mon temps à faire des vidéos et 20% de mon temps sur Pee-wee. Donc en gros, je passais 80% de mon temps à quelque chose qui me rapportait peanuts, alors que derrière, j'avais un business, tu vois, que, entre guillemets, je laissais mourir inconsciemment. Mais en fait, j'ai tellement été pris par passion, de passion par la vidéo, que je me suis dit, ça va le faire, ça va marcher. Et pendant 6 mois, en fait, j'ai fait 3 vidéos par semaine. Et un beau jour, 6 mois après, donc à l'époque, j'avais peut-être 500, 600, 700 abonnés. 6 mois après, donc j'étais peut-être à 300 vues par vidéo. J'ai l'armée de terre qui m'a contacté, donc le 35e régiment d'infanterie à Belfort. Et j'ai l'officier com qui m'a contacté, qui m'a dit Julien, je te suivais à l'époque de Pee-wee, je suis tes vidéos, donc je sais que tu fais un peu de sport, je sais que tu aimes bien tirer tes collègues avec des nerfs, etc. Donc tu as toutes les qualités requises pour intégrer l'armée. Et du coup, elle m'a proposé de faire une immersion pendant 3 jours au sein de l'armée. Donc j'ai accepté. Derrière la condition, donc il n'y avait pas de question financière, il n'y avait rien. Eux, ce qu'ils m'ont proposé, c'est moi, je passe du temps pour venir faire l'immersion et derrière, eux me partagent sur leur réseau. Et à l'époque, tu vois, les réseaux armées de terre, c'était genre 1 million de fans sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc, je fais mes 2 vidéos et finalement, moi qui étais habitué à faire 300 vues, au bout de 24 heures, ça fait 15 000 vues sur chacune des vidéos. Et aujourd'hui, elles sont à un peu plus de 200 000 vues, tu vois. Et en fait, je suis passé en quelques semaines de 500, 800 abonnés à 15 000. Et la machine était lancée. Et 2 mois après, j'ai les 24 heures du Mans qui m'ont contacté pour faire ma première vidéo sponsor. Tout s'est lancé comme ça et ça allait très vite. Il y a eu Instagram qui a pris un peu le relais et l'influence, tu vois. On va dire que j'ai monté un petit peu en chiffre d'affaires, en crédibilité, en plein de choses. Et finalement, Pee-wee, ouais, ça m'a tenu, je pense, entre le début de YouTube et la fin de Pee-wee, tu vois, je pense qu'il s'est passé 1 an à peu près. Ok, et du coup, t'as pas arrêté net Pee-wee pour te lancer à plein temps sur YouTube. Ça s'est fait, Non, ouais. en gros, les deux se sont un peu croisés.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais sans Piwi, j'aurais jamais pu être, entre guillemets, qui je suis sur YouTube parce que C'est ça j'ai qui t'a eu apporté ton accès contenu. ouais, à beaucoup de contenu, exclusif d'ailleurs, tu vois, genre toutes les OP avec les marques, c'était des trucs bah, assez incroyables. On t'emmène aux Canaries, on t'emmène en Angleterre, on t'emmène en Roumanie, on t'emmène plus loin. J'ai énormément voyagé, tu vois. Et à chaque fois, genre, je pense que tous les mois, même sur les 6 mois, tu vois, sur les 6 premiers mois de ma chaîne, il y a dû y avoir, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de voyages, quoi. Ouais, donc du coup, ça te faisait déjà de la matière pour tes vidéos. Donc j'avais un peu de matière, ouais, et tu vois, ce que j'aimais bien, c'était de me dire, on va continuer dans ce sens parce que les gens qui tombent sur ma chaîne, ils vont se dire, mais c'est quoi ce mec qui a aucun abonné et qui fait tant de choses avec les marques, tu vois? Donc il y avait ce côté-là, et il y avait aussi, au début, je parlais vraiment de mon côté entrepreneur dans la blogosphère, tu vois. Donc je parlais beaucoup de chiffres, je parlais beaucoup de comment j'ai créé Piwi, comment je gagne de l'argent, comment gérer un blog, etc., etc. Donc en fait, il y avait un contenu voyage, un contenu un peu plus maker, entrepreneur, et un contenu un petit peu plus fun où je testais, tu vois, plein de choses, où je parcourais Lyon en skate, etc., quoi. Je veux revenir sur un truc que tu as dit. Tu dis qu'au début, au moment du lancement, quand ton ami Vincent t'a dit de te lancer dans la vidéo, tu avais un peu un problème avec ton image, tu voulais pas trop, enfin, t'étais pas trop chaud pour le faire. Ouais. Comment est-ce que tu es passé de avoir un peu peur de te mettre en scène en vidéo à réussir à faire des vlogs 3 fois par semaine? Est-ce que tu t'es forcé au début? En plus, c'est arrivé vite, hein. Je suis passé de 0 à 3 par semaine, tu vois. Il n'y a Ouais, pas eu ouais, de tu l'as pas fait transition. progressivement, ouais. Ouais, ouais. En fait, pour ça, faut revenir à quand j'étais plus jeune. Tu vois, toute mon enfance, à partir de mes 8 ans, j'ai eu un problème de bégaiement, donc j'ai énormément bégayé, ce qui a été un frein, on va dire, en société, à l'école, au collège, etc. C'était compliqué parce que je prends souvent cet exemple, le bégaiement, tu vois, c'est un iceberg, c'est-à-dire que il y a la surface visible par les gens, donc quand tu deviens tout rouge ou quand tu accroches un petit peu sur les débuts de phrases, Mhm. etc. J'ai eu la chance de me cacher un petit peu, donc à chaque fois de trouver, tu vois, des stratagèmes pour pas accrocher ou pas montrer le bégaiement. Il y en a qui arrivent pas à le cacher. Moi, j'ai réussi à trouver des parades ou des techniques. Par exemple, tu vois, je bégaye souvent sur les A, E, I, E, U. Donc maintenant, je bégaye plus, mais avant. Et finalement, pour dire par exemple aujourd'hui, je commençais par ce matin ou cet Ok, après-midi. Mais tu sais, tu des trouvais des trucs petits genre, stratagèmes. voilà, des trucs hyper formels et bon, personne ne s'est jamais rendu compte. Mais tu vois, genre, tout ce cheminement, il se fait quand même dans ta tête. Et c'est pour ça que je parle d'iceberg, c'est que tout ce stress, tout ce truc, comment dire, compliqué à gérer, tu vois, ça te fait perdre confiance en toi, etc. Tu vois, c'est assez compliqué à gérer. Et finalement, c'est à l'adolescence où j'ai décidé d'aller à l'encontre de ça. Faut savoir que quand même, enfin, pendant toute mon adolescence, j'allais chez l'orthophoniste, tu vois, à peu près 1 ou 2 fois par semaine. Donc ça m'a bien aidé. Mais à partir de la terminale, on va dire, là où j'ai dû choisir ce que je devais faire plus tard, tu vois, j'ai décidé de suivre un petit peu le chemin de mon père, donc qui était commercial. Et je me suis dit, ok, on met le bégaiement de côté et on va vraiment faire un truc qui me fait kiffer sans se poser de questions. Donc j'ai choisi un BTS NRC, tu vois, négociation en relation client, où la parole, elle Mais est, elle est on va primordiale. dire, en fer de lance. C'est genre, enfin, la voix en commercial, c'est l'outil numéro 1 pour vendre, que ce soit en rendez-vous, par téléphone, etc. Et finalement, tu vois, mon plus gros remède au bégaiement et au peu de confiance en moi que j'avais, ça a été ça, ça a été ce BTS, avec des stages hyper durs qui m'ont, entre guillemets, formé et qui m'ont fait passer de personne introvertie à extraverti. Et ça s'est passé comment les premières fois où tu devais passer des appels, où tu devais aller voir des gens, où tu devais essayer de vendre? Ah bah c'était l'enfer, c'était l'enfer. Genre les stages en BTS, c'est 2 fois 8 semaines. Et mon premier stage, donc c'était chez Toshiba, donc les solutions d'impression, c'est les photocopieurs, etc. Ils m'avaient sorti genre les pages jaunes. Ils m'ont dit, en gros, tu dois passer 60 appels par jour pour décrocher des rendez-vous aux commerciaux. Rendez-vous auquel j'étais même pas là, tu vois. Donc c'était vraiment un stage dégueulasse.
Et pour le coup, bah, j'ai bien tenu. On va dire que les 3 premières semaines, je rentrais chez moi, j'étais rincé, je devais prendre sur moi. Mes stratégies d'évitement au niveau de la voix, tu vois, c'était compliqué. Mais finalement, quand tu passes des coups de téléphone, tu vois, tu as la gestuelle, les gens ne te voient pas. Donc, j'adoptais des techniques de respiration, etc. Et finalement, ça a été un travail énorme sur moi, un travail énorme sur la confiance en moi. Et je m'en suis sorti comme ça, tu vois. Et pour faire le parallèle à la vidéo, Ouais. quand j'étais petit, tu vois, mes parents, ils s'étaient achetés, tu sais, le caméscope de famille, tu sais, là, le gros truc énorme, etc. Avec mon frère, genre, on s'était pris de passion pour ça et on faisait des sketchs, on faisait des films, donc on faisait des remakes de genre Mission Impossible, de James Bond, de trucs comme ça. On ajoutait, tu vois, comment ça s'appelait sur Paint, sur Windows, on faisait des explosions image par image, donc Ah on ouais. ajoutait frame par frame, tu vois, des animations. Enfin bref, c'était marrant. Et ce côté vidéo, tu vois, je l'ai perdu parce que j'avais pas confiance en moi et j'ai développé un problème d'image à cause du bégaiement. Ok, mais c'est une passion que tu as eue depuis tout petit. Ah ouais, avant, enfin, des caméscopes, tu vois, des caméscopes, hein, j'en ai 3. On kiffait faire des films, c'était une vraie passion. Et finalement, tu vois, j'ai réussi à vaincre le bégaiement par ma formation de commercial, mais j'ai jamais réussi à vaincre ce problème d'image que j'avais. Et finalement, il a fallu que j'attende l'époque de Piwi, où on a commencé à faire des interviews de moi, où j'ai commencé à donner des cours en tant que prof, où j'ai commencé à faire des conférences devant 100, 200, 300 personnes, etc., etc. Et finalement, tu vois, petit à petit, et ça s'est fait un peu inconsciemment, j'ai commencé à lutter contre ce problème d'image et à me confronter aux gens. Et à plus me dire, mec, cache-toi, tu vas faire ça dans l'ombre. Non, parce que avec le blog, tu vois, je commençais déjà à avoir une petite célébrité sur la partie marketing, le blog numéro 1 sur le marketing en France, via un classement e-buzzing, tu vois. Et bref, je faisais beaucoup d'interviews, de trucs comme ça. La vidéo, j'ai mis du temps quand même. Je t'ai dit tout à l'heure que c'était 3 à 4 mois. J'ai mis du temps à m'accepter, mais tu vois, s'il n'y avait pas eu la période Piwi qui a connu le blog et donc son créateur, donc moi-même, avec, tu vois, je pense que ça l'aurait pas fait, quoi. Je parle beaucoup, hein, je Non, suis non, non, mais désolé. c'est super intéressant et c'est le principe, hein, n'hésite pas. Bon, ça va alors. Tu dis que tu étais plutôt timide au début et Ouais. quand tu étais sur les débuts de Twitter, du coup, tu allais souvent vers les gens, tu essayais d'aller vers les gens, de les contacter. Du coup, est-ce que tu arrivais à aller vers les gens par l'écrit et pas en présentiel? Alors, comme je te disais juste avant, le commercial, je suis passé de introverti à extraverti. Moi, je suis quelqu'un hyper social, tu vois. Je peux parler des heures avec n'importe qui. Je peux parler des heures avec, enfin, entre guillemets, toute classe de population, que ce soit. Quand je vais à la boulangerie, tu vois, je me fais pote avec la boulangère. Quand je vais au supermarché, je me fais pote avec les caissiers, etc., etc. Et finalement, j'ai toujours été dans le social, dans l'humain, etc. Et sur Twitter, donc ça s'est fait de manière virtuelle, donc où j'ai commencé à aller voir les gens, etc., etc. Et j'ai très vite, tu vois, rejoint des clubs de community manager. Donc à Lyon, j'ai rejoint comment on appelle ça, des apéros, tu sais, des apéros genre dans le marketing, dans le digital, etc. Et pareil, à Lyon, tu vois, avec mon premier site, avec Twitter, avec ma formation de communicant, j'ai eu des expériences de community manager. Donc à Lyon, tu vois, j'étais référencé comme blogueur, etc. Et entre guillemets, dès qu'il y avait un truc à faire, tu vois, je sortais et à chaque fois, je me forçais à aller voir des gens, tu vois. Tout à l'heure, je te parlais de Vincent qui a repris Presse Citron. À l'époque, donc, le fondateur de Presse Citron, c'était Éric Dupin. Mon rêve, c'était de parler à ce mec. Bah, finalement, on s'est croisés sur différentes OP avec Piwi. Et je suis allé le voir et j'étais timide, tu vois. Il est plus vieux que moi, il a une génération d'avance. Et finalement, je me suis toujours dit, il faut toujours aller parler à n'importe qui, sans barrière, sans te dire que c'est impossible, parce que finalement, tu vois, tout est possible. On est dans une salle, dans une pièce, il n'y a rien qui t'en empêche. On va dire que j'ai vaincu, tu vois, cette timidité en me forçant à faire ce que j'avais envie. Et ça, tu vois, c'est un sens, entre guillemets, que j'ai développé avec le bégaiement et notamment avec, tu vois, cette expérience de commercial, quoi.
Et du coup, tes débuts dans la vidéo, tes débuts sur YouTube, c'était comment? Est-ce que dès la première vidéo, tu t'es lancé, c'était un peu dur, mais après, ça allait, t'avais pris le pli pour parler devant la caméra? Ou est-ce que ça a été un peu plus compliqué? On va dire que c'était quand même un peu compliqué. Cependant, tu vois, genre les 4 premières vidéos, je les ai fait à l'iPhone. Et ensuite, je me suis astreint à utiliser du matos à la Casey, c'est-à-dire le GorillaPod, le micro encombrant, le 700D et le 18... non, j'avais le 10-24 ou 10-18 Canon. Donc le setup parfait du vlogueur. Le setup parfait, et tu vois, genre dès le 5e épisode, bah j'avais entre guillemets du gros matos. Donc on va dire que ouais, très vite j'ai pris la confiance, et à partir du 5e épisode, j'étais en skate dans les rues de Lyon en vloguant avec tout cet attirail. Donc on va dire que pareil, j'y suis pas passé par 4 chemins. En général, quand je décide de faire quelque chose, je le fais à 4000%. Ouais, dans tout ce que tu fais, ça se passe comme ça? Ouais, généralement, c'est mûrement réfléchi. Mais quand je décide de faire un truc, ouais, généralement, je le fais pas à moitié. Est-ce que maintenant tu dirais que tu as confiance en toi, maintenant que tu as fait déjà je sais pas combien de vidéos, il y a plusieurs centaines de vidéos sur ta chaîne? Je pense un peu plus, ouais. T'as plus trop tes problèmes d'image, plus trop de problèmes de bégaiement pour discuter avec les gens, tout ça? Non, du tout, au contraire, tu vois, ça a même eu l'effet inverse. Ouais, aujourd'hui, j'ai plus de problèmes d'image, je peux parler à n'importe qui peut venir me parler, je suis hyper à l'aise. Et même, tu vois, dans le cadre des OP, tu rencontres toujours des personnalités ou des gens, tu sais, hyper importants. Ça peut être des Novak Djokovic, ça peut être des Sébastien Loeb, ça peut être des hommes politiques, ça peut être des joueurs de foot, plein de personnes assez riches. Et tu vois, genre, il y a quelques années, jamais je serais allé leur parler, par exemple. Là, j'y vais, entre guillemets, en mode serein. Même, tu vois, sans pression, etc. Mais ça, c'est avec n'importe qui. Même, tu vois, de temps en temps, j'ai des abonnés qui viennent me parler dans la rue, etc. Pareil, avant, genre, limite, je me serais barré en courant en mode tu me veux quoi, tu vois. Et aujourd'hui, non, à chaque fois que je croise un abonné, tu vois, c'est cool, on discute, je prends le temps. Et ouais, non, j'ai plus du tout de soucis de confiance en moi ou de peur de parler aux autres. C'est vraiment l'effet inverse, quoi. Pour en revenir à ta création de vidéo, du coup, et ta création de contenu, c'est quoi la première étape quand tu veux créer une vidéo? Quand tu as une idée de vidéo, qu'est-ce que tu fais en premier? Et ensuite, c'est quoi ton processus créatif derrière? Alors, il y a eu 2 Julien Fabreau, on va dire. Le Julien Fabreau, les 2 premières années de YouTube, même les 3, c'est-à-dire, c'était des vidéos freestyle, du vlog, sans écriture. C'est-à-dire que, un petit peu à la Casey, tu vois, en mode... je prends ma caméra, je sors et on va essayer de trouver un sujet. Même si, tu vois, j'avais dans les grandes lignes, je savais de quoi je voulais parler. Mais tu vois, il n'y avait aucune préparation, c'était totalement en mode freestyle. Et depuis que, entre guillemets, donc avant, je filmais tout en automatique. Et ça doit faire 2 ans que j'ai appris la photo, que j'ai appris la vidéo, etc. Et depuis que je me suis un peu plus professionnalisé, j'essaye, tu vois, d'écrire un petit peu plus, on va dire, mes scripts. Donc ça part d'une idée sur une feuille de papier, et derrière ça se décline en soit en scénario, soit en script un peu plus light. Mais tu vois, j'ai toujours plus ou moins une trame de ce que je veux dire, de ce que je veux faire, ou de là où je veux aller. On va dire, c'est plus les vidéos voyages où j'ai une grande idée globale, mais après toute la magie se fait pendant le voyage et au montage, avec la voix off, avec la musique, avec tout ça, quoi, tu vois. C'est marrant quand tu parles de la création de tes vidéos de voyage et que toute l'histoire de ta vidéo se fait sur place. Hier, en discutant donc, du coup, avec Charles Chillet dans le précédent podcast, il m'a dit quand je pars en voyage, maintenant j'essaye un peu d'apprendre de Julien, parce que lui, il arrive vraiment à retranscrire toutes les galères qui se passent pendant le voyage. Et il me dit que dès qu'il se passe quelque chose, vous vous faites arrêter par des policiers, ou lui, il est juste en train d'essayer de régler le problème, et toi, t'es avec ta caméra en train de filmer et essayer de retranscrire ça. Ouais. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que Charles, en fait, c'est un accro à la belle image. C'est-à-dire que il veut que tous ses plans soient hyper stylés, et d'ailleurs, il est très très bon là-dedans. Alors que moi, je suis un peu plus freestyle, et si je suis pas focus,
que la lumière n'est pas bonne, mais que j'ai l'information principale qui est l'histoire, c'est le plus important, tu vois. Derrière, en montage, comment dire, ça se raconte, on peut mettre une image par-dessus, on peut dire que bah, là, j'ai dégainé parce qu'il le fallait, mais que, je suis désolé si on est dans le noir, si on est dans le gaz ou n'importe quoi. Et c'est intéressant, tu vois, parce que, par exemple, on est parti en Inde juste avant le confinement. On est parti du 1er au 12 mars 2020. Et la première semaine, on est allé du côté de Agra. Donc c'est là où t'as le Taj Mahal. Et en fait, le matin, on y allait deux matins. Un matin, il y avait un shooting avec une mannequin qui était entourée de photographes. Et moi, je vois ça. Donc Charles, il était en train de faire des plans. Je commence à shooter avec plusieurs angles, etc. Je me rapproche. Et là, donc... Je me rapproche du shooting et je leur dis en anglais, donc là tu vois c'est bien preuve que j'avais pas peur de prendre la parole même en anglais devant des gens. Je leur dis les gars, ça vous dérange pas si je me mets à côté de vous et que je shoote la modèle? Ils m'ont dit non t'inquiète, viens et tout. Donc là je commence à shooter, Charles me rejoint après, donc on commence à la shooter, etc. Et quand les gens ont marqué une pause, je suis allé voir le modèle, je suis allé lui parler, et en fait, j'avais déjà en tête de faire un plan dessus. Et finalement, tu vois, il s'est trouvé que la mannequin, c'était un mannequin, c'était une Indonésienne, certifiée sur Instagram. Donc là, tu vois, je prends ma caméra, je dégaine, et je raconte cette histoire, du fait que j'ai rencontré un modèle, etc. Ensuite, je lui ai demandé de faire un shoot que tous les deux, elle a accepté. Et avec Charles, du coup, on a beaucoup parlé de ça le soir à l'hôtel. Il m'a dit, tu vois mec, moi, là où tu m'impressionnes, c'est que t'as pas peur d'aller parler aux gens et t'as pas peur de te dire, ok, soit je me prends un mur, soit c'est mission accomplie. Et on a eu un gros débat là-dessus, que lui, il y arrivait pas, mais il fallait vraiment qu'il le fasse pour avoir, tu vois, un côté beaucoup plus spontané, beaucoup plus humain, authentique. Et il le fait depuis pas mal de vidéos. Enfin voilà, c'était la petite histoire d'Inde corrélée à ton podcast avec Charles, quoi. Et du coup, si tu avais des conseils à donner pour une personne qui aimerait un peu plus être dans l'action, qui aimerait, tu sais, quand on fait un vlog, on se dit des fois, ou une vidéo de voyage, peu importe, on se dit des fois, mais il m'arrive pas grand-chose. Quel conseil tu donnerais pour provoquer un peu les événements qui arrivent et pouvoir filmer des nouvelles histoires? En fait, tu peux raconter une histoire sur ce que tu veux, sur n'importe quoi. Ça dépend comment tu le tournes. Tu vois, une histoire, c'est toujours la quête d'un héros qui a un but final et qui passe par des aspects positifs, par des aspects négatifs. Il y a toujours un élément déclencheur, des alliés, des opposants, etc. Et tu vois, tu peux très bien le raconter avec un vol en avion. Tu peux aller raconter cette histoire dans les toilettes, il peut se passer, je sais pas. En fait, c'est vraiment, je pense que raconter une histoire en vlog, c'est vraiment être toujours au taquet, pas avoir constamment sa caméra allumée, mais tu vois, essayer d'anticiper les choses. Le meilleur moyen, tu vois, quand même, pour raconter des histoires et pour avoir du contenu, c'est aller voir les gens, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est se perdre, ne pas avoir peur du risque. Par exemple, tu vois, j'ai fait beaucoup de vlogs avec mon skate électrique. Le skate a une certaine autonomie. L'objectif, tu vois, c'est par exemple pousser le skate le plus loin possible, et l'histoire, ça va être de tomber en rade dans un lieu auquel je m'y attends pas, tu vois, par exemple. Et ça, typiquement, ça se raconte, c'est amusant parce que derrière, t'as ton chargeur, tu vas dans un bar, donc il faut que tu trouves des plans un peu stylés pour mettre en avant ça, parce que en soi, tu vois, ça a rien de sexy, mais en fait, toute la beauté des plans et toute la beauté de l'histoire que tu vas raconter va se faire grâce au dynamisme que tu vas apporter avec les différentes valeurs de plans, tu vois. Est-ce que tu penses que la prise de risque, elle est un peu à la base de toutes les histoires que tu racontes sur tes vidéos? Je pense que ouais, la prise de risque, elle est quand même corrélée, au vlog, tu vois, au format vlog. On prend l'exemple de Casey, il a un vlog qui s'appelle My Greatest Story ou un truc comme ça, genre mon histoire la plus incroyable. En gros, il va sur un building à New York. Il venait de recevoir le Bebop 2 de Parrot.
et il monte tout en haut d'un gratte-ciel pour le faire voler au-dessus de New York. Et là, finalement, il le lance en l'air. Il se décale à 2 mètres de lui, à 2 mètres de hauteur. Et en fait, il est dans le vide, juste à côté de lui, et il perd le contrôle. Tu vois, s'il n'avait pas provoqué le truc en se disant « Je vais braver toutes les lois de New York en allant en haut d'un building pour faire voler mon drone », il aurait jamais pu filmer ce qui s'est passé par la suite. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que il a attendu que la batterie se vide. Donc le drone, il a descendu tout seul en bas, sur le toit d'un autre building qui était à peu près 100 mètres plus bas. Et finalement, tu vois, ça a fait son premier épisode. Donc son premier vlog, et le vlog du lendemain c'était cette quête, et cette quête c'était aller sauver le drone. Donc là il est allé chercher des outils, il est allé au magasin de bricolage, il a acheté comment on appelle ça, il est allé acheter du fil de fer pour faire une sorte de une sorte de canne à pêche avec un système de poulie. Le truc devait faire 100 mètres de long parce qu'il descendait tout un building. Il a accroché une GoPro à ce dispositif. Il y avait 4 caméras pour filmer la scène, et tu vois, sa quête c'était aller chercher le drone 100 mètres plus bas, et il a réussi, et ça fait un vlog de 10 minutes qui est absolument incroyable. Enfin, moi c'est ma vidéo de référence, tu vois. Ouais, où t'as envie de savoir la suite, quoi. Ouais, c'est incroyable, tu vois, il met pas de musique là-dessus, genre l'adrénaline monte, la pression monte, t'as envie de savoir. C'est un vrai film amateur, et c'est sûr que si tu prends pas de risque, alors je dis pas d'être hors la loi comme ce qu'il a pu faire par exemple, mais tu vois, prendre des risques, il y a différentes mesures. Prendre un risque, ça peut être aller parler à un inconnu, ça peut être faire une folie en essayant quelque chose qu'on n'a jamais fait, genre je sais pas, prendre une descente en escalier en vélo, ou faire du surf pour la première fois, ou plein de choses, tu vois, il peut se passer plein de choses, mais ce qui est assez marrant avec le format vlog, c'est que tu peux parler de tout, et la porte n'est jamais fermée, tu vois, entre guillemets. Pour en revenir au voyage que tu as fait avec Charles en Inde, je sais que tu t'es entouré de pas mal de créateurs, donc tu as été en coworking avec Guillaume Ruchon, tu as fait pas mal de vidéos avec d'autres créateurs sur YouTube, Instagram. Qu'est-ce que c'est pour toi l'intérêt de travailler avec d'autres créateurs, et est-ce que tu dirais que ça te permet d'être plus créatif dans ton travail ? Alors ouais, je pense que c'est hyper important pour moi, j'adore ça, j'adore être avec des potes, j'adore faire des vidéos avec d'autres gens. Tu vois, t'en parlais, donc il y a eu Tahiti avec Charles, il y a eu l'Inde, il y a eu les Alpes avec Olivier Schmitt, il y a eu la Cappadoce avec Grain, il y a eu des vidéos avec Guillaume, il y a eu des vidéos avec Riyad, il y a eu des vidéos avec plein de gens, et c'est hyper intéressant de voir comment les autres personnes travaillent. Il y en a, tu vois, qui sont vraiment sur le côté technique, d'autres qui sont vraiment sur vivre le moment présent. Et c'est hyper intéressant, et tu vois, on se stimule chacun, il y a une énergie, on est tous dans la positivité, on rigole, j'adore ça, tu vois, c'est vraiment... Ouais, t'es dans un bon mood. Ouais, c'est un mood de ouf, et je pense que ça fait partie de mes meilleures vidéos, tu vois. Et puis, entre guillemets, on se concentre... entre guillemets, l'histoire est tellement simple, tu vois, tu parlais de tout à l'heure provoquer la chose, ou... comment on arrive à raconter des histoires. Le simple fait d'être avec quelqu'un d'autre, bah, on se lance sur un sujet, on se contredit, on repart sur autre chose. Des fois ça peut être très long, mais des fois ça peut être très très productif, et tu vois, moi mon envie, mon désir là pour la suite de mes aventures, c'est vivre des aventures avec d'autres personnes, avec d'autres créateurs. Tu vois, là je suis parti au Bardenas en Espagne pour raconter une histoire autour de ma moto avec Skoda. On est parti à 5, donc avec un 4x4, une remorque, 2 motos, 3 one wheel, un parapente, et donc 5 personnes, donc un youtubeur, moi, un droneur FPV, un vidéaste et 2 photographes. Et je peux dire qu'on n'a pas arrêté de bosser, on bossait à peu près 20 heures par jour. Nos discussions étaient essentiellement sur la vidéo, mais putain, excuse-moi, mais c'était incroyable, c'est vraiment la folie, et c'est le genre d'expérience que je veux limite faire toute ma vie, tu vois, c'est incroyable. Ah, c'est partager des choses avec les gens. Ah ouais. Tu partages, tu vis des moments tellement forts, tu vois, que
certes, avec YouTube, tu vois, c'est cool de partager des belles choses seul et de les partager. Enfin, de vivre des choses. Je vais y arriver. De vivre des choses seul et de les partager au grand public sur YouTube. Mais quand tu vis des choses avec d'autres gens et que tu les partages, alors là, la boucle est bouclée et c'est génial, tu vois. Ouais, parce qu'au final, quand tu fais des choses seules que tu partages sur YouTube, même si tu as une audience qui est plus ou moins grande, tu es quand même seul à le faire et tu peux rapidement te retrouver dans une situation où te retrouver un peu isolé. Et c'est vrai que du coup, partager des expériences avec d'autres créateurs, ça te permet d'éviter ce sentiment-là de solitude. Ah bah c'est sûr. Tu vois là, par exemple, l'année dernière, j'ai énormément voyagé. Il y a eu des voyages seuls, genre le Tibet ou la Chine. C'était plus compliqué. Certes, je suis passionné par ce que je fais, donc tu vois, genre ne pas dormir pour aller shooter les étoiles, chose que tu connais, il me semble. Ouais, que j'ai fait récemment. Tu vois, ça me fait pas peur, mais entre guillemets, le faire seul, c'est plus compliqué. Donc par exemple au Tibet, je m'astreignais les nuits malgré la fatigue à sortir seul pour shooter, pour faire mon contenu. Et quelques semaines avant, tu vois, j'étais à Tahiti avec Charles et à Los Angeles aussi. On a fait les deux. Et là, on était pareil dans un mood de création. On sortait la nuit, au petit matin, on faisait toutes les golden hours, etc. Et c'est sûr qu'on partage autre chose, tu vois. Chacun donne un petit peu des techniques à l'autre. On boit des bières, on mange, on partage tout, on est dans l'intimité, on parle d'autres choses. Enfin, c'est vraiment une relation de pote, au-delà d'une relation, tu vois, de travail. Et tu vois, tous les youtubeurs, entre guillemets, dans la sphère tech, que ce soit Romain Lannery, The AI Collection, Olivier Schmitt, Stéphane Couchou, Grain, enfin bref, tout le monde, tu vois, on s'entend tous super bien. Et d'ailleurs, tu vois, c'est un des sujets qui revient le plus sur la table, c'est il faut qu'on se trouve des voyages à faire tous ensemble pour envoyer du steak. Ouais, c'est ça qui vous fait le plus kiffer dans la création de contenu? Ah bah de ouf. C'est quoi qui te plaît le plus, toi, dans tout ce qui est photo, vidéo? C'est quoi vraiment l'élément que tu préfères là-dedans et pourquoi est-ce que tu fais ça? Alors, je dissocie quand même vachement, tu vois, vidéo et photo, c'est quand même deux choses extrêmement différentes. Enfin, même si fondamentalement parlant, tu vois, la vidéo, finalement, c'est une succession de photos en une seconde. La vidéo, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment raconter une histoire, tu vois. Trouver un sujet et raconter une histoire à ma sauce. Donc, tu vois, j'aime beaucoup, par exemple, prendre un sujet et faire beaucoup de parallèles avec moi quand j'étais petit, par exemple. Tu vois, par exemple, je bosse beaucoup avec des marques pour faire des vidéos sponsors. L'objectif, entre guillemets, tu vois, ça va être faire appel aux souvenirs, faire appel aux grandes actualités, faire appel à tout ce que le grand public connaît ou tout ce qui se rapproche du héros, donc généralement c'est moi, et en parler, tu vois, par exemple sur mes vidéos armées. Je commence ma première vidéo armée, donc celle qui m'a fait entre guillemets exploser. Enfin exploser, j'ai pas des millions d'abonnés, mais qui m'a fait passer de simple inconnu à j'en fais mon métier à plein temps. Tu vois, la première phrase c'est j'ai toujours voulu être militaire quand j'étais petit, mais j'ai jamais eu les couilles de le faire, etc., etc. Et tu vois, j'adore faire appel à ces souvenirs, faire des parallèles, etc. Donc ça, c'est vraiment dans le côté storytelling. Et il y a le côté vidéo, tu vois, genre faire des plans dynamiques, se faire chier au tournage pour avoir des choses à raconter et faire de quelque chose inintéressant quelque chose intéressant. Et tout ça, tu vois, c'est hyper intéressant. Et mon approche dans la photo, tu vois, c'est une approche, comment dire, hyper créative. À chaque fois, je me force, que ça soit dans le shoot ou dans l'édit, à apporter quelque chose en plus qui reste dans mon style. Style qui se veut, enfin que je résume en 3 mots, tu vois, peps, du peps, de la couleur et de la saturation en gros. Et j'adore, tu vois, entre guillemets, me mettre un peu des bâtons dans les roues et essayer de réaliser quelque chose qui a pas trop été vu, ou de le faire à ma sauce en adoptant une composition différente ou une posture en tant que photographe, tu vois, différente.
Tout ça, c'est hyper intéressant. Finalement, tu vois, je pense que le dénominateur commun à ta question, c'est vraiment la créativité, tu vois. Rechercher l'élément différenciant, soit pour raconter une histoire en vidéo ou en photo, soit pour trouver, tu vois, la manière de le faire adéquate et qui va intéresser les gens, quoi. Ok, bah écoute, ça nous fait une transition parfaite vers ma question phare du podcast. Pour toi, qu'est-ce que ça représente, la créativité ? Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et quel rapport t'as avec ? La créativité, tu vois, ça me fait penser à une citation de je ne sais plus qui, qui dit « La créativité sans stratégie, c'est de l'art, et la créativité avec de la stratégie, c'est de la publicité. » Tout simplement, tu vois, je disais tout à l'heure que mes vlogs, tu vois, je les faisais, entre guillemets, sans les écrire, sans scénario, sans choses déjà établies. Et c'est comme ça que j'ai réussi à créer un petit peu mon art, qui est l'art du vlogging ou l'art de raconter une histoire avec pas grand-chose finalement. Et cette citation, tu vois, d'ailleurs, pour faire le parallèle, c'est celle que je mettais sur Piwi. Donc sur la bannière, c'est celle que je mettais sur les comptes Twitter et Facebook. C'était le slogan principal. Et voilà, donc pour répondre, enfin je trouve que c'est un bon parallèle à ta question. Ok. Au niveau de l'apprentissage, quand tu veux apprendre de nouvelles choses, parce que dans ton parcours, tu as dû avoir besoin d'apprendre énormément de nouvelles facultés, comment est-ce que tu évaluerais ton ratio entre le temps que tu passes à apprendre de nouvelles choses et le temps que tu passes à pratiquer et à mettre en pratique tout ce que tu as appris? Avant, c'était limite 50-50, tu vois, au début de YouTube, parce qu'il fallait que j'apprenne la photo, la vidéo. Enfin, je vais pas te l'apprendre à toi, mais c'est un océan. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses nouvelles, que ça soit au niveau de la composition, au niveau du tournage ou au niveau du montage, tu vois, de la colo, de plein de choses. T'as tellement de choses à apprendre que ouais, tu passes énormément de temps dessus. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins parce que de 1, j'ai moins de temps. Mais au-delà de ça, je passe beaucoup de temps, et je pense que ça fait aussi partie de l'apprentissage, je passe beaucoup de temps à écouter des podcasts pour comprendre, tu vois, comment font les autres dans différents domaines d'activité pour réussir. Par exemple, il y a un podcast avec Cédric Grolet, qui est le meilleur pâtissier du monde, où il revient sur qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est devenu le meilleur pâtissier du monde. Tu vois, il y a beaucoup de choses... Enfin, il revient sur beaucoup de passages de sa vie ou beaucoup d'aspects, et tout ça, ça te fait cogiter, etc. Donc c'est pas de l'apprentissage à proprement parler, mais tu vois, c'est une ouverture d'esprit qui est engendrée par l'écoute, par la lecture ou par le visionnage de vidéos d'autres créateurs. Essayer de t'imprégner de la mentalité des autres. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une grosse culture, tu vois, comment dire, pas une culture, une volonté de comprendre comment les gens qui ont réussi en sont arrivés là. Ouais, et quelle est leur sur la mentalité partie derrière. un peu plus ouais, carrément. Et sur la partie un peu plus techos, donc pareil, ça passe principalement par les vidéos YouTube, mais moi je passe aussi beaucoup de temps à me former, tu vois, sur des techniques. Par exemple, quand je vois des photos sur Instagram où je comprends pas comment ça a été shooté, je peux te garantir que je peux passer des nuits ou des journées à essayer de refaire ça pour que ça soit coché et que je passe à autre chose, tu vois. Ok, tu saches que tu ajoutes ça à ton arsenal de capacités. Ouais, c'est ça. Ça, tu vois, je l'ai beaucoup fait, notamment avec Benjamin Ortega, qui est le vidéaste de John Olson, enfin qui était. Tu vois, tous ces effets, j'ai passé beaucoup de temps à les comprendre et à essayer de les reproduire. Notamment avec le GH5, tu vois, genre les hyper ralentis à 180 images secondes. Il y avait toute une approche au niveau de la gestuelle pour avoir certains mouvements. Ça, je peux te dire que j'y ai passé des mois et des mois pour aujourd'hui être à l'aise dans mes b-rolls ou dans mes phases un peu plus cinématiques, tu vois.
Et est-ce que tu as une stratégie particulière quand tu fais de l'apprentissage ou ça part un peu dans tous les sens quand tu veux apprendre une nouvelle C'est un petit peu comme mon organisation, on va dire. Je suis quelqu'un qui est très très désordonné, qui a pas vraiment de stratégie et qui fonce assez clairement dans le tas, tu vois, pour y aller. Alors certes, il y a toujours un peu de réflexion, je suis pas non plus bordélique à ce point, mais on va dire que ouais, j'ai plutôt tendance à foncer, tu vois, plutôt que de me dire tiens, on va respecter ce plan de formation, etc., etc. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est comme ça que je fonctionne. Ouais, donc tu vas piocher un peu Peut-être partout. que ça va changer, hein, mais ouais, aujourd'hui c'est plus au feeling, tu vois. Tu fais quoi? Tu fais des recherches sur le web, sur YouTube, dans des podcasts? Essentiellement sur YouTube, parce que bah, YouTube c'est un formidable outil Ouais. pour comprendre et pour avoir images et son. Ouais, la plateforme est géniale pour tout ce qui est formation, ouais. Ouais, carrément. Puis après, bah, ça passe aussi par des sites, tu vois, genre j'adore Photoshop, je passe beaucoup de temps dessus. Alors pas pour mes photos, mais plus sur des petites créations ou sur des montages, sur des trucs, tu vois. Photoshop, il y a énormément de choses à apprendre, tu vois. Et ça, j'apprends plus sur des forums ou sur des trucs, mais plus en fonction de quelque chose que j'ai besoin à un instant T, tu vois. Quand tu dis que ton organisation, elle est un peu bordélique, est-ce que, vu le nombre de projets que tu fais, est-ce que tous les projets qui voient le jour sur ta chaîne YouTube, sur ton Insta, c'est uniquement les projets que tu avais prévu de faire, ou est-ce que en cours de route, il y a quelques projets qui se sont perdus? Est-ce qu'il y a des choses où tu vas pas au bout? C'est là où ça se complique. C'est que aujourd'hui, tu vois, entre guillemets, je suis un peu victime de mon succès en tant que vlogueur, tu vois, en tant que vidéaste ou photographe. Je me suis vraiment enfermé dans ce côté vlog, et aujourd'hui en France, tu vois, il n'y a pas grand monde qui fait des vidéos à la Casey. Tu vois, t'as Guillaume Ruchon et t'as moi. Et finalement, on peut parler vraiment de n'importe quel sujet, parce qu'on essaye d'appliquer de la créativité à un sujet qui nous est imposé ou qu'on a envie d'aborder. Et on peut très bien mettre en avant une montre, mettre en avant une caméra, mettre en avant de la raclette, tu vois. Ça m'est arrivé de faire une pub pour de la raclette en Cappadoce avec grain. Et finalement, tu vois, on va dire que vu qu'on n'est pas fermé dans le milieu de la vidéo, on est ouvert à tous les marchés. C'est pour ça qu'on est appelé par beaucoup de marques, de vraiment beaucoup d'horizons. Donc j'ai beaucoup de demandes en général pour faire des vidéos sponsors ou pour des collabs sur Instagram. J'ai dit oui à beaucoup de choses au début, donc je me suis très vite retrouvé dans le rouge. Et aujourd'hui, tu vois, même sur mes prods, j'ai quand même en général j'ai du retard. Même si les prods des clients passent avant, sur mes prods à moi, tu vois, j'ai énormément de retard par rapport à ce que je m'étais dit. Là, tu vois, j'ai pas de partenaire sur la vidéo du Tibet, ni sur la vidéo de Nouvelle-Zélande, ni sur la vidéo du Pérou. Et ben, ça fait déjà plusieurs mois que je vais les sortir, mais j'y arrive pas parce que je suis un petit peu enfermé par rapport aux vidéos qui m'apportent de l'argent et qui me permettent d'investir, de payer mes studios, de payer les gens avec qui je bosse, etc. Tu vois, donc entre guillemets, aujourd'hui, j'arrive à vendre mes vidéos plus chères et ça me prend moins de temps, mais il y a un certain volume qu'il faut que j'arrive à réduire pour ne pas perdre, tu vois, ce côté authentique, et surtout pour pas que je perde la passion, parce que la passion, tu la perds au fil du temps quand tu es bridé par un pitch d'une marque, tu vois. Même si, en général, les placements produits que je fais avec les marques, c'est quelque chose qui me plaît et une idée créative que je leur ai donnée. Ils viennent jamais en me disant « Julien, il faut que tu nous parles de ça, il faut que tu fasses de telle manière. » Ouais, j'ai souvent un pitch ou une ligne un peu directrice, mais derrière, tu vois, je fais ce que je veux. Par exemple, Skoda, ils m'ont dit on veut mettre en avant notre 4x4 7 places un peu luxueux, mais baroudeur.
Je leur dis, ok, je viens de terminer mon projet moto où j'ai restauré une vieille moto et j'en ai fait un café racer. Je vous propose un road trip avec d'autres créateurs. Je fais 5 ou 6 000 km. On va dans un désert, donc le plus proche c'était en Espagne. Et derrière, j'ai eu du budget pour faire ce que je t'ai dit tout à l'heure. À savoir un trip assez fou avec un 4x4, deux motos, un parapente, etc. Et ça, tu vois, c'était une vidéo qui était payée par Skoda pour réaliser ça. Donc finalement, les placements produits et les budgets des marques, dans l'influence en tout cas, ça permet vraiment de voyager, très souvent pas tout seul, et de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire en temps normal, tu vois. Donc les scénarios en quelque sorte que tu proposes aux marques pour mettre en avant leurs produits, est-ce que c'est quelque chose que tu visualises dès le début ou est-ce que tu essayes de l'élaborer? Est-ce que tu te penches dessus pour réussir à leur proposer un bon scénario ou c'est quelque chose qui te vient tout de suite? Alors, je suis assez bordélique dans mes vidéos perso. Par contre, quand c'est des vidéos faites pour des marques, là c'est quand même hyper carré. Du début à la fin, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir ensemble lors d'un premier call sur leur objectif de com. Derrière, je travaille sur une idée créative que je leur soumets. Une fois que c'est validé, on fait un scénario. Une fois que le scénario est validé, on se met d'accord sur un planning. Une fois que le planning est validé, on part en tournage. Le client valide les premières versions. Une fois que c'est validé, ça part sur YouTube. Et ensuite, il y a toute une partie, entre guillemets, statistique, reporting, tu vois, où on essaye d'analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Et tu vois, ce qui est génial, c'est que la grande majorité de mes clients sont quand même hyper satisfaits du taf qu'on fait ensemble. Aujourd'hui, tu vois, sur YouTube, les marques ont compris que le plus important, tu vois, c'est pas de faire une vidéo qui va faire 1 million de vues, mais c'est une vidéo qui va toucher une certaine communauté et qui va transmettre le bon message, tu vois. Et c'est pour ça que finalement, les macros et les micro-influenceurs ont de plus en plus la cote, tout simplement parce qu'ils ont un taux de transformation qui est beaucoup plus important que les gros youtubeurs. Tu vois, tu fais une vidéo d'1 million, mais derrière tu vends genre 100 produits. Le petit youtubeur il va faire genre 1000 vues ou 5000 vues, mais derrière il va en vendre 50. On va dire que le taux de transformation il est bien meilleur, tu vois, pour le micro-influenceur. Donc c'est pour ça que y a beaucoup de marques qui prennent contact avec moi, tu vois, pour une audience qui est composée de makers, de digital nomades, de photographes et de créateurs, sur des vidéos, tu vois, qui font généralement entre 15 et pour les meilleurs 100, 200 000, 300 000 vues, tu vois. Ok. Je voulais te poser une question concernant le matos. Est-ce que toi aussi, tu as le syndrome du filmmaker qui veut toujours augmenter le matériel qu'il a, ou est-ce que tu essayes d'être plutôt minimaliste à ce sujet-là? Je pense que je suis même matérialiste, donc j'adore m'acheter des nouveautés. Je suis techo, je suis amoureux de la technologie, que ça soit en vidéo ou sur d'autres choses, tu vois. Là, j'ai craqué récemment pour l'iPad 2020. Tu vois, ça c'est mon côté techos. Il y a la GoPro Max, dès qu'elle sort, dès qu'elle est sortie, je l'ai achetée. S'il y a des nouveautés au niveau d'un trépied, d'un rod, j'essaye de me les procurer ou de les tester. Faut aussi que je fasse attention à l'argent parce que ça part vite dans ces petites beautés. Ah ouais. Mais après, il y a ce côté, tu vois, j'aime les produits, j'ai envie de tout acheter, mais je me raisonne quand même vachement. Il y a des achats impulsifs qui s'opèrent, mais tout ce qui a généralement un coût, tu vois, au-delà de 300, 400, 500 euros, c'est quand même mûrement réfléchi. Donc, tu vois, les objectifs, j'en achète pas tous les 4 matins, mais quand j'ai un besoin, je m'en fous de lâcher 2000 balles dedans. Tant que c'est utile et que ça me permet de faire tel type de photo pour tel prod, tu vois, c'est même obligatoire. Non, ouais, il y a ce côté lover mais raisonné, on va dire. Ok. Et du coup, avec toute cette foule de matériel que t'as accumulé sur les dernières années, est-ce que quand tu pars sur des projets, que ce soit les projets pour des marques ou les voyages, est-ce que tu arrives à sélectionner ce que tu prends ou je suis blindé à mort. Tu pars avec tout?
Ouais, je pense que j'ose même pas compter la valeur du sac, mais ouais, je pars généralement avec la 7R3, le 12, enfin, je pars avec tous mes objets, donc la 7R3, 12-24, 70-200, focal fixe 50, le Ronin SC, le Mavic 2, le Mac, l'iPhone, la GoPro Max, la GoPro Hero 5, 3 disques durs. Maintenant, il va y avoir l'iPad, tu vois. Genre, Ok, ouais, sac. Donc t'as de quoi couvrir toutes les situations, quoi. Ah ouais, je peux couvrir toutes les situations. Après, tu vois, même, il y en a même, tu vois, qui doublent tout. C'est-à-dire, ils ont des objets de remplacement, ils ont des micros de remplacement, etc. Pas, ouais. Ça, je l'ai pas non plus, tu vois, je pousse pas jusque-là. Et même, on va dire que j'ai pas la capacité financière de doubler tout mon setup. Bah écoute, on va passer sur les questions de fin. Est-ce qu'il y a un moment dans ta journée où tu te sens le plus créatif? Est-ce que tu as parfois des boosts de créativité et est-ce que ça vient à des moments réguliers ou c'est relativement aléatoire dans ta journée? Ouais, non, c'est plutôt aléatoire. Tu vois, je m'impose pas une morning routine, par exemple. Je me dis pas, tiens, 7h c'est petit-déj, 8h c'est sport, 9h c'est travail, etc. On va dire que j'ai des horaires réguliers. Je commence à bosser en 8h, 8h30 et je finis de bosser vers 19h. Avant, tu vois, genre au début de YouTube et même pendant longtemps, jusqu'à il y a 1 an, je pense, j'avais aucune limite. C'est-à-dire que je me réveillais à 7h, je commençais à bosser, je bossais jusqu'à tard, j'avais pas de week-end pour moi, tu vois, il y avait aucune frontière entre vie privée et vie pro. Et j'étais tout le temps dessus. Là, j'ai vraiment réussi à dispatcher ça. Et comment dire, ouais, il n'y a pas vraiment de moment où j'ai de pic de créativité, mais le matin, enfin moi je suis plus du matin, donc le matin je suis assez productif, je mets le casque, petite musique et puis c'est parti quoi. La musique c'est un bon moyen pour toi de te mettre dans un mood créatif? Ouais, tout le temps un peu de blues, je suis un grand fan de blues, tu vois, du blues et c'est parti. Après tu vois, les journées quand t'es pas en tournage, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de créativité non plus, tu vois. Alors, faut être créatif sur les idées de scénario. Enfin, quoi que, non. En parlant, je me rends compte que si, il y a quand même beaucoup de créativité, tu vois. Quand t'es en négociation avec une marque, il faut trouver des idées créatives à lui vendre. Quand tu retouches une photo, il faut avoir cette approche créative. Quand tu écris un script aussi. Donc, ouais, je pense que quand t'es filmmaker, créateur ou maker, entrepreneur, tu dois toujours avoir un certain pic de créativité un petit peu constant, tu vois. Toujours un petit grain de folie qui fait que t'arrives dans n'importe quelle situation, que ça soit de la négociation, de la retouche de photos ou du tournage. Il faut toujours que tu sois en mesure, tu vois, d'appliquer un petit peu ton art à ça. Donc il y a toujours, tu vois, une part de choses que tu maîtrises pas, de choses un petit peu freestyle et de choses un peu plus raisonnées, quoi, on va dire. Est-ce que parfois il y a des idées qui te viennent et où tu t'imposes des limites, où tu te dis ouais non ça, je vais peut-être pas leur proposer ça va pas leur plaire, ou est-ce que tu es du genre à proposer tout ce qui te passe par la tête? Eh bien figure-toi que de plus en plus j'essaye d'aller très très loin dans mes mécaniques vidéo avec les marques parce que elles ont du budget. Qu'est-ce que tu entends par mécanique vidéo? Mécanique vidéo, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, par exemple, l'année dernière, j'ai fait 9 vidéos sur la transformation d'une vieille moto en café racer, donc en moto stylée, etc. Suite à cette vidéo, j'ai une marque de moto qui m'a contacté, qui m'a dit « Julien, il faut qu'on bosse ensemble. » Derrière, j'aurais dit « Ok, laissez-moi un peu de temps pour réfléchir à une mécanique. » Donc la fameuse mécanique, c'est vraiment l'idée créative, donc en vidéo là, en l'occurrence, l'histoire qu'on va mettre en image pour communiquer sur la marque. Ok. Tu vois, par exemple, une mécanique créative, il y a 2 ans, il y a Richemont qui m'a contacté, marque de raclette. Ils m'ont dit « Julien, on aimerait bosser avec toi. On a un produit à mettre en avant, c'est la raclette. » Là, je leur dis « Les gars, moi je fais des vlogs, je parle de tech, etc. »
Ils m'ont dit, le pitch, c'est démontrer à tout le monde qu'on peut manger de la raclette n'importe où, tout le temps, et avec n'importe qui. Et ça m'a inspiré. Donc j'ai réfléchi un petit peu, et la mécanique que je leur ai vendue, c'est, je pars avec un pote en Cappadoce, donc en Turquie. La Cappadoce, c'est une région où tous les matins, t'as des centaines et des centaines de ballons qui volent dans le ciel. Il y a beaucoup de créateurs qui sont allés là depuis ces dernières années, et c'est un spot de ouf. Et moi, ce que je leur ai vendu, c'est, on fait cuire de la raclette. On fait chauffer de la raclette dans le ballon. De montgolfière. Dans la montgolfière. Ils m'ont dit, ok, donc derrière, le budget a été validé, j'y suis allé avec grain. Sur place, on n'a pas pu faire la raclette dans la montgolfière parce que source de chaleur, c'était impossible avec le gaz, mais on l'a fait en plein désert à 5h du matin avec un spectacle absolument incroyable dans le ciel. Et tu vois, c'est là où je parle de mécanique, c'est que aujourd'hui, je reçois, tu vois, à peu près 1 ou 2 mails par jour de marques qui veulent bosser avec moi de manière rémunérée. Et pour chacune de ces marques, il faut leur proposer un scénario qui va leur plaire et qui va me plaire. Donc c'est là où, tu vois, faut être suffisamment créatif pour trouver une approche, un scénario créatif qui va matcher avec les deux parties, quoi. Ça, des idées, j'en ai vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, comme je te disais, du coup, j'essaye de pas trop me limiter par le budget, en me disant non, tout est possible, tout est vendable. Là, tu vois, dernièrement, j'ai proposé un truc à une marque avec un budget assez conséquent, mais derrière, c'est c'est un voyage avec plusieurs créateurs sur plusieurs semaines qui va nous amener très loin, avec beaucoup de, une grosse préparation avec des moyens humains et physiques. Logistique, pardon. Et ça, tu vois, je me suis pas empêché de le vendre, et c'est en train de passer. Je touche du bois, mais tu vois, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que en plus, tu arrives à matcher. En fait, ce qui est intéressant, c'est tu arrives à lier création de contenu et influence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques maintenant qui me disent, Julien, on veut faire une vidéo sponsor, par exemple, une vidéo dédiée, et en plus faire de la création de contenu, c'est-à-dire que tu nous fais quelques clips vidéo que nous on pourra utiliser sur les réseaux sociaux, sur Insta, etc., ou nous vendre des photos avec les droits sur 2 ans, sur tel périmètre, etc. Et c'est là aussi où tu arrives à vendre un budget, tu vois, un peu plus conséquent aux marques, quoi. Mais c'est là, tu vois, depuis quelques mois, c'est vraiment la partie la plus excitante de ce que je fais, c'est que les marques commencent à faire confiance, et derrière on leur livre un package, tu vois, clé en main, avec de l'influence, de la création de contenu, etc. Et c'est génial, quoi. C'est génial. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a des marques avec qui vous êtes sur des budgets régulièrement? Est-ce que vous travaillez régulièrement sur des projets, ou c'est à chaque fois un one-shot avec des marques différentes? Ça dépend, t'as un peu de tout. C'est un peu kiff-kiff, tu vois. Il y a des marques avec lesquelles je bosse souvent, ou des agences, tu vois. Il y a beaucoup d'agences avec lesquelles je bosse. Ça peut être genre Publicis, Havas, Rich, Rosa Parks, enfin bref, il y en a des dizaines. Et tu vois, c'est des agences qui bossent avec des clients. Donc à chaque fois, quand ça se passe bien avec l'agence, finalement, elles vont penser à toi sur d'autres recos ou sur d'autres clients, et c'est comme ça que ça se passe. Ok. Après, il y a un autre cas de figure, c'est que, notamment cette année, tu vois, j'ai plusieurs contrats à l'année. Donc là, c'est pas on part sur du one-shot, c'est on part sur plusieurs créations tout au long de l'année. Donc moi, au niveau trésor, tu vois, c'est mieux parce qu'il y a un certain fonds de roulement. Ouais. On a une récurrence et on a de la visibilité sur l'année. C'est pour ça qu'avec le confinement, entre guillemets, je connais moins la crise que d'autres qui bossent qu'en one shot, pardon. Et je pense que c'est l'avenir, tu vois, parce que c'est des sujets que j'ai eu, c'est des sujets de discussion que j'ai eu avec des marques. Finalement, elles en ont marre de faire du one shot et de trouver des profils, tu vois, qui leur vont pas. À chaque fois, faut changer, etc. Quand elles trouvent le bon profil, elles préfèrent se lier dans le temps avec lui, quoi. Ouais, et puis c'est plus agréable pour les deux parties. T'as pas à refaire tout ce qui est prise de contact, et tu connais un peu plus ses attentes, etc.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, tu vois, on est plus dans une relation d'ambassadeur. Et même pour nous, tu vois, c'est cool parce que avant j'étais ambassadeur Lumix. Bah, je joue le jeu et à chaque fois, donc en story, je montrais comment j'utilisais mon boîtier. Toutes mes photos sur Insta, c'était, je disais que c'était shooté avec Lumix. Et finalement, quand le créateur se lie de confiance avec la marque et que c'est réciproque et que ça plaît à l'audience, bah c'est top, quoi. Donc je pense que c'est même la tendance, tu vois, pour les années à venir. L'influence, elle va passer par des relations d'ambassadeurs, et c'est déjà le cas de nombreuses marques, tu vois. Ok. Si tu devais me citer là ou les personnes que tu admires le plus pour leur créativité, pas forcément dans le domaine de la vidéo, est-ce que tu aurais un ou quelques noms à nous citer? Alors, Elon Musk. Ouais. C'est un fou, je suis en train de lire son livre, sur iPad d'ailleurs. C'est comment son livre? Oula, alors attends, je vais te dire. C'est quoi, c'est sa biographie? Ouais, c'est une biographie, et le nom, je l'ai pas retenu, mais ça s'appelle Elon Musk, Tesla, PayPal, SpaceX, l'entrepreneur qui va changer le monde. Ouais, c'est assez intéressant, ça revient sur toute sa life et sur ce côté un petit peu génie, un peu foufou à la Steve Jobs, tu vois. C'est un personnage hyper intéressant. Ensuite, je mettrai Casey, donc Casey Neistat, pour prononcer à la française. Et qui est-ce que je pourrais mettre? Quelqu'un qui m'inspire énormément. Non, on va dire que ouais, c'est les deux personnes qui me viennent en tête, tu vois. Ok, bah ouais, c'est vrai que tout à l'heure on parlait de pas trop se mettre de limites. Je pense que Elon Musk, il a un peu cassé toutes les barrières possibles et imaginables, quoi. Son ambition, tu vois, c'est d'envoyer le plus d'humains sur Mars ou sur différentes planètes, et enfin bref, c'est incroyable. Mais après, tu vois, enfin, j'aurais plus de facilité à te répondre en vidéo. Par exemple, en vidéo, il y a des personnes que je trouve incroyablement inspirantes, comme Dan Mace. Je sais pas si tu connais. Ouais, qui a travaillé avec Casey, qui est sud-africain. Yes, c'est ça. Il y a Sam Colder, il y a J.R. Ali, il y a toute une ribambelle, il y a MKBHD, Peter McKinnon, bien sûr. Enfin, il y en a plein, tu vois. Ok. Et comment est-ce que tu vois le Julien Fabreau de 38 ans? 38 ans. Ouf. Ouais, c'est dans 10 ans, oui. Il aura quelques rides en plus. Il sera toujours aussi foufou, je pense. Il aura appris, tu vois, que c'est pas bon d'être si bordélique. Donc il sera un peu plus organisé. Et surtout, je pense qu'il continuera à faire de la photo, de la vidéo, et surtout à kiffer, tu vois. À kiffer, à voyager, etc., etc. Ok, c'est vraiment le point que tu essaies d'améliorer, ton côté bordélique? Ouais, et surtout, tu vois, entre guillemets, je me fais aider. Je bosse depuis 1 an avec une sorte d'agent, tu vois, quelqu'un qui gère mes contrats. Enfin, pas tout, mais une partie. Et j'ai cette approche, tu vois, de quelqu'un qui est hyper ordonné, hyper organisé et très carré. Et je me rends compte que, ouais, je suis assez désorganisé, encore une fois, en ce qui concerne mes vidéos perso. En ce qui concerne les vidéos avec les marques, ça va. J'ai une toute autre image, mais c'est sûr que je pense que j'ai quand même un gros travail personnel à faire. Parce que tu vois, c'est ça dans mes vidéos perso, mais c'est aussi ça dans le quotidien. Je suis assez bordélique en général, on va dire. Et dernière question, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui veut se lancer dans la vidéo ou sur YouTube? Tu peux faire une réponse différente pour les deux ou une même réponse. Je pense que il faut pas avoir en tête le fait de gagner de l'argent. Les gens doivent pas se dire je veux gagner de l'argent avec ça. Parce que si c'est la seule motivation, ils y arriveront pas. C'est un métier tellement dur, que tu sois vidéaste ou que tu sois youtubeur. C'est des métiers passion, tu vois, qui demandent du temps. C'est physique, c'est long, c'est stressant, c'est compliqué. Donc au début, tu vois, pour réussir là-dedans, je pense qu'il faut faire plusieurs essais.
gratuit, tu vois, faut faire des vidéos avec des copains, faut faire des vidéos ou des photos de mariage gratos. Et ensuite, tu vois, c'est quand on aura des choses à montrer et qu'on se sera formé sur les différents aspects de la vidéo, de la photo ou de n'importe quoi, qu'on pourra commencer à demander, tu vois, quelque chose. Mais en tout cas, je pense que la première chose à faire, c'est se former, apprendre par soi-même, comprendre surtout comment ça marche, tu vois, ça c'est le plus important, et en bouffer encore, tu vois. Par exemple, j'aime bien prendre cet exemple de Stéphane Couchou. Il s'est mis au drone FPV. Aujourd'hui il fait des prods absolument incroyables, mais c'est pas venu du jour au lendemain. Il a montré toute son évolution, ça a pris des mois et des mois, mais il bouffait genre 40 batteries par jour, et il n'y a pas de secret, il s'est auto-formé, il a dû regarder des vidéos, il a dû s'entourer pour apprendre, mais surtout il en a bouffé. Donc c'est ça le plus important. Et je pense que si tu lui posais la question il y a 1 an, est-ce que tu peux vendre des prods en FPV, il t'aurait dit non, bien sûr, je sais pas faire. Aujourd'hui, il va se mettre très bien avec le FPV parce qu'il sort des prods absolument incroyables. Et je pense que, tu vois, faut que les gens aient ce même raisonnement en se disant, tiens, le travail paye, et surtout, on est sur un métier passion. Donc la passion paye si on s'en donne les moyens, quoi. C'est vrai que, pour reprendre l'exemple de Stéphane, quand j'étais chez lui pour le podcast qu'on a fait ensemble, ouais. C'est vrai qu'il disait qu'il a passé des journées à plus de 15 heures passées sur le simulateur. Putain, c'est ouf. C'est pas du tout venu du jour au lendemain, et c'est vrai que quand tu regardes la vidéo sur les réseaux et qu'elle t'est proposée comme ça en instantané, tu peux peut-être te dire, oh, le mec il a un don, il sait faire ça dès le début, mais en fait il y a énormément de taf caché derrière, quoi. Ah bah c'est sûr. Mais c'est un bel exemple. Bon merci Julien, merci d'être passé sur le podcast. Avec plaisir, ouais, merci pour l'invite. Où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent en apprendre un peu plus sur toi et qui veulent te suivre sur les réseaux? Oh, tu peux les envoyer sur Google, ils tapent Julien Fabreau et après ils ont besoin de tout ce qu'ils veulent. YouTube, Insta, des interviews, même sur Piwi, tu vois, s'ils veulent poursuivre un petit peu la documentation ou autre. Piwi, ça s'écrit P-I-W-E-E. Yes, parfait, c'est ça. C'est ça. Et quel est le prochain invité? Oh, le prochain invité, pour le moment, je veux pas m'avancer, je veux pas dire de nom parce que tant que c'est pas enregistré, c'est pas sûr. on va dire c'est secret, mais juste parce que même moi je sais pas. D'accord, ok, ça marche. Bon merci Julien. Bon super, bonne journée, à plus, ciao, bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, pensez à mettre un like ou une évaluation sur votre application de podcast. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo YouTube les personnes que vous aimeriez écouter sur ce podcast. Prenez soin de vous et à la prochaine.